Bonjour à tous, merci de rejoindre cette session-là. Je vais parler d'un sujet qui est cher à mes yeux, qui sont les progressive web apps. Je vais surtout expliquer pourquoi je trouve qu'elles sont très importantes dans le paysage des applications actuelles, que ce soit du web ou du natif, et surtout comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter pour aider à construire, justement, à faire du web tel qu'il est aujourd'hui une plateforme le plus inclusive possible. Alors, lorsqu'on parle d'application, en général, quand on veut construire une nouvelle application, quelle qu'elle soit, on a différentes solutions. La première qu'on peut envisager, c'est faire une web app. Ok, on peut faire des applications natives, ça on connaît tous. Alors j'ai mis principalement des icônes d'exploitation mobile, mais ça peut être desktop aussi, il n'y a pas de souci. Et on a aussi tout ce qui est finalement entre les deux, toutes les solutions dites type hybride. En général, lorsqu'on veut choisir une solution versus l'autre, quand on en vient à faire le choix technique au démarrage, souvent on vient à se poser la question d'abord du coût que ça va coûter pour développer une telle solution, de la performance dont on a besoin pour développer l'application avec les objectifs qu'on s'est fixés, et quel type de personnes on veut cibler, quels vont être nos utilisateurs. Après, souvent, quand on va se poser la question des utilisateurs, c'est souvent des estimations, on va faire des personas, on va essayer de s'imaginer des scénarios. Ça, en général, c'est plutôt une cible, on va dire, théorique, du genre, j'aimerais bien cibler les utilisateurs Windows, les utilisateurs, je sais pas, peut-être Android, iOS, et qui ont des téléphones pas trop vieux. Sur iOS, par exemple, je sais que si on utilise les derniers SDK, on n'a pas trop le choix. Ça va être les deux dernières versions d'iOS qui sont supportées, et donc ça fait à peu près, on remonte 50 devices en arrière, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, il y a une vraie question qui se pose, c'est qui va pouvoir utiliser votre application une fois qu'elle sera développée et une fois qu'elle sera déployée. Parce qu'il y a souvent plein de critères qui vont rentrer en compte, qui n'ont pas forcément été pensés dès le départ ou finalement qu'on découvre sur le tas. Ça peut être par exemple des restrictions de plateforme, on se fait refuser la publication de l'application dans l'App Store. S'il y a des développeurs mobiles qui sont ici, à qui ça n'est jamais arrivé, qui me mettent un message sur le chat, je serais assez curieux. Non, ça peut être aussi parce que finalement la performance des devices des utilisateurs qui vont utiliser notre application est pas forcément celle qu'on avait estimée au départ. Ça peut être pour des problèmes de performance réseau, parce ça peut arriver à tout le monde, un réseau qui marche mal, surtout sur des applications mobiles. Alors j'imagine que oui, si vous faites bien les choses, vous avez bien identifié les personnes, vous avez des tests de performance et vous récoltez bien sûr des données pour savoir qui sont les utilisateurs de votre application. Vous avez des analytics, quelque chose que en général le marketing aime bien avoir, ou les gens du produit chez vous, tout dépend qui va piloter ça. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que les données que vous avez sur vos utilisateurs ne racontent peut-être pas l'histoire entière telle que vous pensez en tout cas pouvoir l'interpréter. Et ce que vous allez tirer de ces données-là, votre interprétation, c'est possible qu'elle souffre de nombreux biais. En particulier, il y en a un dans lequel il est très facile de tomber, c'est le biais du survivant. Je vais vous l'illustrer comme ça. Sur cette image-là, vous l'avez peut-être déjà vu, les points rouges qu'on voit sur l'avion, ça montre en fait où est-ce que les avions pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions américains qui revenaient à la base, s'étaient fait mitrailler. Donc l'armée a regardé ces données-là, et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, vu qu'on se fait mitrailler à ces endroits-là, c'est ici qu'on va mettre une armure pour protéger, parce que de toute façon c'est ici qu'on se fait tirer dessus, ça sert à rien d'en mettre ailleurs. Ça c'est la première interprétation qui a été faite de ces données-là. Il y a un groupe de recherche statistique qui a regardé aux mêmes données et qui a dit oula, surtout pas, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est notre conclusion à nous, c'est l'inverse de celle que vous avez eue. En regardant ces données-là, nous ce qu'on vous conseille, c'est plutôt de mettre de l'armure à tous les endroits où il n'y a pas de point rouge. Pourquoi? Tout simplement, c'est là où ça devient intéressant de s'intéresser à d'où viennent ces données-là. Ces données-là, c'était les avions qui se sont fait mitrailler et qui sont rentrés à la base. Bien sûr, les avions qui se sont crashés parce qu'ils n'ont pas pu rentrer à la base, on n'avait pas de données. Et c'est là où justement le groupe statistique a pu se dire, finalement, tous les avions qui se sont fait mitrailler dans ces endroits-là, ils ont réussi à revenir à la base. C'est que c'était pas si grave. Par contre, on n'a aucune donnée bizarrement sur les endroits, sur les avions qui auraient pu se faire mitrailler, par exemple sur ce schéma-là, à l'endroit des moteurs ou au milieu des ailes. Ça veut peut-être dire qu'en fait, justement, il faudrait mettre de l'armure là parce que si on n'a aucun avion qui rentre dans la base, ça veut dire qu'ils se crachent tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces données-là parce qu'en fait, tout simplement, c'est cette info-là en fait qui nous permet de faire ces déductions-là.
Et c'est un petit peu ce qui peut se passer aussi lorsqu'on regarde des données analytics sur une application. On peut se dire que tout va bien, que finalement on n'a pas trop besoin d'optimiser notre application parce que on n'a que les derniers utilisateurs d'iPhone qui l'utilisent et ils ont une performance suffisante. Mais en fait, c'est ceux qui utilisent déjà votre application. Ça se trouve, il y a beaucoup d'utilisateurs qui aimeraient bien l'utiliser et qui peuvent tout simplement pas et qui ne sont pas comptabilisés dans vos données. Donc toujours avoir bien ce biais-là en tête. Je vais démarrer par quelques définitions de ce qu'est une progressive web app. Alors une progressive web app, c'est quoi? C'est déjà pas un framework ou une techno particulière. Une progressive web app, avant tout, c'est juste une web app. Ok, jusque-là, ne partez pas encore, on va aller quand même un petit peu plus loin. C'est une web app dont la meilleure définition que je peux trouver, c'est qui vise à fournir la meilleure la meilleure expérience utilisateur possible en suivant toutes les dernières bonnes pratiques de ce qu'on peut avoir pour faire une application web qui est bien. On va voir justement, on va définir un petit peu qu'est-ce que je vais mettre derrière ces bonnes pratiques-là. Et pour l'idée derrière, c'est d'avoir finalement une web app dont l'expérience utilisateur va se rapprocher de ce qu'on pourra avoir en ayant construit une application native. Donc finalement, une web app qui se remarque pas que c'est une web app. Si on reprend la définition de Google, donc les progressive web apps sont des expériences utilisateurs qui ont la portée du web, qui sont rapides, fiables et intéressantes à utiliser. Et le mot-clé pour moi qui est important là-dedans, c'est vraiment expérience utilisateur. Parce qu'on va pouvoir mettre toutes les technos qu'on veut, on verra tout à l'heure, je ferai une petite checklist de qu'est-ce qu'il y a à bien vérifier lorsqu'on construit une progressive web app. On peut avoir une progressive web app qui répond à toutes les données techniques, et pourtant qui est juste horrible à utiliser. Donc, ce qu'on peut mesurer par la technique, c'est important, mais ça va pas vraiment être tout. Et d'ailleurs, c'est Simon tout à l'heure qui en a très bien parlé dans son talk sur les progressive web apps. C'est vraiment ce qui est important, c'est de se concentrer finalement sur l'utilisation qu'on va faire de l'application et le ressenti utilisateur qu'on va avoir de celle-ci. Alors moi, j'aime bien souvent quand je parle d'un sujet, c'est de revenir en arrière pour essayer de faire un petit historique et de voir tous les fondements, tout ce qui a constitué un peu cette techno-là, ce sujet-là. Donc quand j'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai pu remonter 17 ans en arrière jusqu'en 2003 où il y a un nouveau concept qui avait commencé à apparaître au niveau du web qui s'appelait l'amélioration progressive, à opposer au concept de justement de dégradation, graceful degradation, j'ai pas la traduction en tête, mais dégradation, bon, vous ferez la traduction vous-même. L'idée derrière ce concept-là, c'est quoi? C'est que ce qu'on veut d'abord donner à l'utilisateur, c'est un contenu qu'il va pouvoir utiliser. Ça va être, on va d'abord se focaliser à rendre un certain contenu qu'on veut partager et à le rendre le plus accessible et le plus utilisable possible. Éventuellement, si on a des nouvelles fonctionnalités qu'on peut utiliser, on va améliorer ce contenu-là pour le rendre un peu plus interactif, un peu plus sympa, un peu plus joli à regarder. Mais en gardant l'expérience minimale, c'est quoi vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est quoi le contenu qu'on veut faire passer. Faut garder en tête qu'à cette époque-là, on parlait encore pas du tout de web mobile. Ce qu'on avait de mieux comme device mobile à l'époque, c'était les espèces de PDA, les Palm, les trucs comme ça. Il n'y avait pas encore cette notion de web mobile. Donc c'était vraiment, quand on parlait d'amélioration progressive, c'était se dire, chouette, je peux afficher des images au milieu de mon texte, voire je peux les animer avec des gifs, quoi. Donc, mais on avait quand même ces concepts-là qui arrivaient. Une date qui a été très importante, c'était 2007, la sortie du tout premier iPhone, qui était finalement le premier téléphone, le premier device mobile qui était capable d'afficher du vrai web, dans le sens où c'était le web qui s'affichait sur des desktops de l'époque, sur des laptops, des desktops. Faut se dire qu'avant que l'iPhone soit sorti, le meilleur téléphone qu'on avait en concurrence, c'était le Nokia N95. Il y en a peut-être dans le chat. Si vous en avez déjà utilisé un, faites-moi un petit signe, que je me sente un peu moins seul, un peu moins vieux. C'était un téléphone qui se vantait aussi de se dire, on a un navigateur qui permet d'aller sur le vrai web. Pour l'avoir utilisé, c'était juste horrible. Il y avait les 3/4 des sites qui ne marchaient pas. Voilà. C'était ce qui était vendu. Pourtant, quand l'iPhone est sorti, on pouvait vraiment aller sur des sites web et ça fonctionnait. C'était une grosse révolution. C'était à l'époque où justement le web devenait un peu plus social. On commençait à parler de sites interactifs, d'Ajax et de ces choses-là. En 2008, Apple a sorti un nouveau framework qui s'appelle Sprout Core. Et s'il y en a parmi vous qui en ont déjà entendu parler, je serais très curieux de le savoir. La définition de Sprout Core, qui existe encore aujourd'hui, c'est un framework qui permettait de construire des applications qui ont un look and feel natif pour faire du web. Et c'était important parce qu'à l'époque où Steve Jobs a présenté l'iPhone,
Il n'y avait pas de SDK. Quand l'iPhone est sorti, Steve Jobs a dit, si vous voulez faire des applications, faut passer par le web. Justement, on va vous fournir tous les outils, toutes les API JavaScript pour faire ça. Le téléphone n'a pas de SDK natif, on mise tout sur le web. Et un an plus tard, aussi dû aux jailbreaks qui sont sortis, aux utilisateurs qui voulaient un peu plus mettre les mains dans le cambouis, finalement, Sproutcore est passé aux oubliettes, tout simplement parce qu'ils ont sorti la première version du SDK natif et de l'App Store, et qu'ils ont verrouillé leur plateforme progressivement à partir de ça. Donc Sproutcore était un peu oublié, c'est pour ça qu'on n'a pas trop entendu parler, et la plupart des développeurs mobiles dont je faisais partie à l'époque, on s'est plutôt focalisé sur le fait de faire des applications natives, essentiellement parce que la performance du web mobile à l'époque, c'était pas encore tout à fait ça. Un petit peu plus tard, on a un framework JavaScript assez connu qui s'appelle Modernizer qui est sorti et qui était finalement un petit peu pendant l'implémentation technique du concept d'amélioration progressive. Modernizer, c'était tout simplement un framework JavaScript qui permet de faire la détection de fonctionnalités. Du coup, pour être capable de dire, est-ce que par exemple je suis sur un device qui permet d'utiliser un touchscreen, ou est-ce que c'est une souris, quelle taille fait mon écran, est-ce que c'est capable de lire les vidéos, quel genre de codec, voilà, d'être capable de détecter des fonctionnalités et du coup d'implémenter ce concept de progressive enhancement dans nos applications. Un petit peu plus tard, on a commencé à entendre parler un peu partout de responsive web design, qui est un concept qui a été coiné par Ethan Marcotte, où l'idée c'était de se dire, finalement, à l'époque, on avait plutôt tendance à construire une version mobile d'un site web ou d'une application et une version desktop. Finalement, on aimerait bien avoir qu'une seule base de code et de faire en sorte d'avoir un site qui est capable de s'adapter partout où il tourne, donc que ce soit un téléphone, une tablette, un laptop, quelle que soit la taille d'écran, de faire en sorte que ce soit utilisable de partout. Donc on commence à rajouter des petits couches sur ce que devient le web mobile moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour arriver beaucoup plus tard, 5 ans plus tard, en 2015, au concept de Progressive Web App, qui a été présenté la première fois par un ingénieur de chez Google qui s'appelle Alex Russell. Et l'idée, c'est de présenter des Web API, en particulier les nouvelles Web API dont le Service Worker faisait partie et le App Manifest dont je vais parler un peu plus en détail plus tard. Le seul problème, c'est que jusqu'en 2018, finalement, les Progressive Web Apps, c'était un beau concept, mais donc on pouvait vraiment utiliser que sur Chrome, et donc si on parle en termes de device mobile, que sur Android. Et du coup, ça posait un peu souci parce que la plupart du temps, moi j'étais développeur mobile notamment aussi à l'époque, c'est un peu difficile de se dire qu'on veut se passer d'iOS, surtout quand on a un client en face qui voudrait que son application tourne partout. Donc finalement, les Progressive Web Apps jusqu'en 2018, c'était surtout un beau rêve. Et à partir de 2018, les services workers ont enfin été implémentés dans la plupart des browsers mainstream, dont notamment Safari sur mobile et Edge. Donc, pour ce qui est des 3 grands principes derrière les Progressive Web Apps, il y en a 3 essentiels que je vais aborder. Le premier, c'est que on va faire en sorte que notre application soit rapide. Une métrique qui est importante quand même à garder en tête, on reste sur du web, c'est que on perd plus de la moitié des utilisateurs si l'application met plus de 3 secondes à se charger. Donc ça, c'est une métrique qui ressort des données statistiques de Google. Mais voilà, faut se dire que finalement, plus l'application va être longue à charger, plus on perd des utilisateurs. Alors après, le premier chargement, c'est une chose, mais on aimerait bien aussi que l'application elle soit rapide à utiliser, que le scrolling soit fluide, qu'elle réponde assez rapidement quand on appuie sur un bouton, qu'on n'attende pas 3 plombes. Pour ça, on va avoir plein de métriques qu'on va utiliser. Je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, notamment le First Contentful Paint, FCP ou Time to Interactive. TTI, c'est des métriques qu'on va utiliser justement pour essayer de mesurer la vitesse de notre application et notamment son premier chargement. Ensuite, quand on parle de Progressive Web App, on veut avoir une application qui est fiable. Fiable dans le sens où elle est capable de fonctionner tout le temps. Quand on est une application native, qu'on ait du réseau ou pas, quand on est sur un mobile, les applications ont été faites pour être capables de fonctionner, la plupart en tout cas, si on n'a pas de réseau. Et voilà, plutôt que d'afficher une belle message d'erreur quand on a un site web qui est pas optimisé pour, l'idée c'est que on donne vraiment cette sensation d'expérience native aux utilisateurs qui utilisent une PWA, et donc on veut que l'application soit capable de fonctionner offline
aussi de démarrer rapidement et surtout d'être utilisable, pas juste j'ai la page en cache et je peux rien faire dessus. Vraiment d'avoir de la fonctionnalité, même éventuellement réduite, mais d'avoir de la fonctionnalité quand même, de pouvoir se servir de l'application. Et dernière chose, de se focaliser, de rendre quand même l'application intéressante, faire en sorte que cette application web finalement donne l'impression qu'on soit sur une application native, qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un navigateur. Ça va passer par le fait de pouvoir afficher l'application en plein écran sans avoir la barre d'adresse, des choses comme ça, pouvoir éventuellement envoyer toutes les push notifications qui des fois nous sont un peu pénibles, mais voilà, si jamais on a besoin des fois d'être notifié, de pouvoir faire ça, de pouvoir rajouter une icône sur sa page d'accueil de son smartphone ou de sa tablette, comme on le ferait avec n'importe quelle application qui viendrait d'un store, et surtout d'utiliser, de mettre à profit toutes les fonctionnalités natives qui seraient pertinentes. Ça peut être la caméra, ça peut être le système de fichiers, ça peut être vraiment tout ce qui pourrait être pertinent pour l'utilisateur. Alors c'est bien, je vous présente les Progressive Web Apps, mais pourquoi en fait c'est intéressant déjà de creuser du côté du web et notamment des Progressive Web Apps plutôt que de se dire finalement tout ça, faire des applications performantes, intéressantes, on le fait aussi bien en natif. Un premier bénéfice, là je vous montre l'exemple, juste la petite comparaison rapide entre l'application native Twitter et la Progressive Web App qu'ils ont réalisée, qui est plutôt bien foutue. On voit déjà qu'il y a un espèce d'énorme différentiel de taille, en termes de taille vraiment de l'application. Donc bien sûr que la Progressive Web App, déjà, si on part de zéro, si on n'a rien installé, ça va se charger beaucoup plus vite. Il y a aussi une grosse différence, c'est que finalement, quand on voit la Progressive Web App, on n'a pas besoin de passer par l'App Store pour les télécharger. Ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir un compte chez Apple. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une validation aussi pour publier l'application, pour faire des mises à jour. Derrière aussi, il y a un bien meilleur usage réseau. Alors bon, non seulement déjà un premier usage réseau qui va être moindre parce que l'application est plus légère à télécharger, mais à l'utilisation, j'avais vu des stats et la PWA de Twitter utilise 70% de moins de bande passante que l'application native. Ils l'ont aussi en partie optimisé pour ça, mais il faut se dire que ça fait quand même une sacrée différence. Ça veut dire aussi que quand on parle d'un contexte mobile, c'est aussi plus léger sur l'utilisation de la batterie, notamment. Et ça veut aussi dire que le fait qu'on passe pas par un store qui va éventuellement rajouter sa couche de validation et de réjection s'il y a besoin, on va pouvoir pousser des mises à jour beaucoup plus rapides aux utilisateurs. Alors, pourquoi aussi c'est intéressant ? C'est que sur cette carte-là, ça c'est la connexion Internet moyenne dans le monde par pays. Et quand je dis moyenne, voilà, c'est que ça veut dire que ça peut aller beaucoup plus bas, beaucoup plus haut, bien sûr. Voilà, ça donne ça en moyenne. Et pour ceux qui n'arrivent pas à lire les chiffres, parce que je sais pas trop ce que ça donne sur le stream, les pays qui sont en rouge, qui représentent à peu près la moitié de la planète, c'est 0,5 mégabits par seconde. J'ai bien dit bits, pas octets. Donc c'est des vitesses très faibles. Aujourd'hui où on parle de 5G qui commence à débarquer, tout le monde est loin d'avoir la 4G, voire même pas la 3G. Il y a beaucoup de pays qui doivent se contenter de 2G pour ce qui est de l'accès à Internet. Donc faut se dire que si on veut vraiment toucher le plus de monde possible sur notre application, faut quand même aussi avoir ça un peu en tête. Notamment dans un contexte mobile où on a beau par exemple se dire qu'en France on a une connexion pas trop mal, il suffit qu'on soit à la campagne comme moi ou qu'on passe dans un tunnel et bizarrement on est loin on descend très très loin de la vitesse 4G. Donc faut pas se dire que c'est que dans des pays qui sont loin et que lorsqu'on est bien franco-français tout va bien. C'est la couverture réseau, surtout en termes de mobilité, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être très fiable encore aujourd'hui. En termes de bénéfices pour les développeurs, il y en a quand même pas mal. Le premier, c'est qu'en général, faire des web apps, ça coûte beaucoup moins cher que développer des applications natives. Il y a pas mal de raisons pour ça, parce que les applications déjà sur le web sont portables par défaut. En tout cas, pour peu qu'on s'y donne la peine de respecter les standards. C'est des des technos qui sont plutôt bien répandus. Ça veut dire que c'est plus facile souvent de trouver des développeurs web que des développeurs plus spécialisés mobiles, surtout si vous voulez faire une application native à la fois Android et iOS. Ça va être deux types de profils différents. Vous avez toute la liberté de déployer votre application comme vous le sentez et de la mettre à jour comme vous le sentez. Pas besoin de coups de tampon de chez Apple ou de chez Google. En général, ça permet aussi d'aller sur le marché beaucoup plus vite. Si on est une start-up et que la première idée, la première application qu'on veut sortir, c'est pour valider une idée, vérifier notre marché et si tout va bien, ça permet d'aller justement faire un premier jet plus rapidement, quitte à éventuellement plus tard revoir sa copie si on voit que ça va pas. Mais voilà.
Ça permet aussi d'aller gagner des utilisateurs plus facilement que par un App Store, tout simplement parce que on réduit les étapes. Il suffit d'un lien partagé sur une pub, sur un réseau social, et on est directement sur l'application. On n'a pas à rediriger vers un store, d'avoir un compte, d'avoir essayer de tenter en tout cas amener les personnes à télécharger l'application, puisqu'il suffit juste de les ramener sur un lien et ils vont pouvoir y accéder directement. Donc, alors pour tout ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas forcément besoin de me croire sur parole. C'est pour ça que j'ai mis cette icône-là. Si vous allez sur un site qui s'appelle pwastats.com, vous pouvez avoir justement des comptes rendus, des retours d'expérience de plusieurs sociétés, des petites comme des grosses. Il y a beaucoup de startups, notamment dans le lot, qui vous racontent justement comment leurs métriques se sont améliorées au passage d'une application native à une PWA ou d'une application web à une PWA sur tout ce qui est leur taux de conversion, leur gain en utilisateur, etc. Donc, ne me croyez pas sur parole, allez regarder par vous-même et vous verrez que tous les retours d'expérience sont quand même très globalement positifs. Ce qui nous amène à la deuxième partie, c'est que si vous êtes motivé pour commencer à creuser des progressive web apps, comment on s'y prend? Alors ça, c'est une première checklist de ce qu'on a besoin en termes de techno, en termes de vérification technique pour notre progressive web app, à savoir que l'application soit déployée et utilise le HTTPS. Aujourd'hui, de toute façon, c'est un standard pour tout ce qui est site web. Que notre application respecte bien tous les principes de responsive web design, que notre appli est capable de s'adapter et de s'afficher correctement sur des petits comme des gros écrans, qu'elle est capable de fonctionner et d'être utilisable surtout offline, qu'elle implémente un manifeste, on va voir un petit peu après ce que c'est, qu'elle est rapide, et pour ça, on va utiliser un indicateur clé en premier lieu qui est un time to interactive qui est moins de 10 secondes en 3G. Alors d'où il sort cet indicateur que je vous sors? C'est tout simplement un des indicateurs qui est testé dans l'index Mobile First du moteur de recherche Google. Donc ça veut dire que tout simplement, si votre application si votre site web ne respecte pas cet indicateur et qu'il est plus long à charger, vous allez vous prendre des grosses pénalités de référencement. Donc si vous voulez que vos utilisateurs puissent trouver plus facilement votre application, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Et on est sur du web, donc alors c'est une promesse qui peut être facilement brisée si on se met à utiliser des API spécifiques à des devices ou des browsers particuliers, donc bien faire gaffe quand même à ce que l'application tourne sur différents browsers et qu'on n'en cible pas forcément un en particulier. Alors ce que je vous mets ici, ça reste une checklist minimale, et comme je le disais un peu tout à l'heure en introduction, c'est une checklist technique. À savoir que là, je vais pas parler d'expérience utilisateur, mais ça devrait être aussi, avant même de parler technique, de savoir comment on va implémenter ça, ça devrait être au cœur de vos préoccupations, de savoir quelles vont vraiment être les fonctionnalités derrière utilisateur importantes que je vais vouloir mettre en place avant de se dire on va faire une progressive web app et on va respecter la checklist technique. Donc moi, je vais me présenter un peu plus en détail ces 3 points-là, vu que les autres, je considère qu'ils sont un peu plus communs. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de trouver de la doc dessus. Donc on va commencer par la partie offline et notamment le service worker. Donc un service worker, c'est quoi? Ça va être un process qui va tourner à part de celui du JavaScript en tout cas qui va exécuter votre application native, et le service worker, vous allez pouvoir lui dire de fonctionner comme un proxy. À savoir que quand vous allez avoir votre web app qui va vouloir effectuer une requête pour votre application, la requête va passer par le service worker qui va faire passe-plat vers votre serveur, votre API, et votre web app va recevoir le résultat comme si de rien n'était, et par contre le service worker va mettre le résultat aussi en cache de son côté. Comme ça, si jamais la prochaine fois qu'il a besoin de faire la même requête, s'il y a un problème de réseau, le réseau coupe ou d'un coup vous passez offline ou pour X raison, si on n'arrive pas à atteindre le serveur, le service worker, lui, va réutiliser ce qu'il avait en cache, et du point de vue de votre application, tout va bien se passer comme si de rien n'était finalement. Donc on aura des données, on va être capable quand même de continuer à utiliser notre application pour peu qu'on ait justement fait cette mise en cache avant. Alors il y a pas mal de librairies qui existent pour pouvoir faire ça. Une des plus connues, c'est Workbox, qui vient de Google, sans être trop surpris, qui permet notamment de définir pas mal de stratégies de caching, justement, pour aller mettre en cache à l'avance et pas attendre que l'application ait besoin des données pour que, justement, si on les a pas, on peut pas passer offline, pour aller faire en sorte, justement, respecter tout un tas de use cases dont on pourra avoir besoin.
Si vous utilisez le framework Angular, il y a une librairie Angular Service Worker qui est intégrée presque par défaut, je dirais, qui est très facile à utiliser. En tout cas, si on veut faire du offline et gérer, pareil, pas mal de stratégies de cache et aussi les push notifications, parce que le Service Worker, bon, son principal but premier quand on fait une progressive web app, c'est de maintenir le offline, mais il faut savoir qu'on peut faire plus de choses, et notamment les notifications push, on peut les implémenter aussi via du Service Worker. Donc voilà, il y a d'autres librairies qui utilisent pour si c'est un site web tout simple ou que dont vous voulez juste avoir un cache offline ou si vous voulez intégrer ça à votre build de Webpack, il y a pas mal de solutions qui existent. Après, il reste toujours la solution de se dire on va coder notre propre service worker si on trouve pas une solution prête à l'emploi qui répond à notre besoin. Pour ça, je trouve en tout cas, ne serait-ce que si vous voulez apprendre à voir comment ça fonctionne et vous-même mettre le nez un peu dedans, il y a un site qui est très très bien, qui est un site de Mozilla qui s'appelle Service Workers. C'est l'URL, ça se finit par .rs. Et en fait, c'est comme un espèce de cookbook de pas mal de use cases dont on pourra avoir besoin. Souvent, les use cases sont tagués assez basiques jusqu'à des cas assez avancés, genre par exemple calculer du cache HTML directement dans le service worker ou des choses comme ça. Et derrière, pour chaque use case, ça vous montre l'implémentation sans utiliser de framework, vraiment en JavaScript vanilla, en HTML, et pour vous montrer en fait finalement comment ça marche d'implémenter un service worker à la main. Donc c'est vraiment un site qui est très intéressant si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Après, la question du service worker, est-ce que ça marche partout? Oui, alors j'ai un peu spoilé tout à l'heure pendant l'historique, mais aujourd'hui, le service worker est utilisable dans tous les navigateurs. Deuxième point clé technique quand on parle de Progressive Web Apps, c'est la notion de manifeste. Le Web App Manifest, c'est quoi? C'est un fichier JSON qu'on va référencer dans les headers HTML, en général un peu comme on référencerait son CSS tout en haut. Donc on va mettre un lien vers notre fichier .webmanifest, et on va retrouver un fichier JSON dans lequel on va retrouver quelques propriétés de notre application, notamment son nom, la couleur de son thème. Ça va servir notamment principalement sur Android pour définir une couleur dans la barre de statut tout en haut. L'URL, on peut même donner des restrictions d'URL si on veut pas que l'application puisse accéder à n'importe quelle URL, mettre un peu plus de sécurité. Comment elle va laisser s'afficher au lancement, par exemple le mode standalone qui est le plus courant, va dire que l'application va se lancer sans un environnement type browser, comme si c'était une application indépendante, et ça va se voir notamment dans le gestionnaire des tâches, dans le nom de l'application, où vous avez plein écran, etc. Et des icônes pour pouvoir installer l'application sur sa page d'accueil. Alors le manifeste, est-ce qu'on peut l'utiliser partout? Presque. Alors il y a beaucoup de rouge sur cette capture d'écran, mais ce qui est important, c'est que, en tout cas, tous les navigateurs mobiles, que ce soit sur iOS ou Android, même si on n'utilise pas Chrome sur Android, par exemple, le Samsung Internet Browser, ça fonctionne aussi. Là, en fait, quand on fait la recherche sur Can I Use, on va tomber sur, ça a été renommé il y a pas si longtemps que ça en Add to Home Screen, ce qui est en fait le petit prompt de notification qui permet de rajouter, de se dire on va installer la Progressive Web App comme une application pour avoir cette icône sur la page d'accueil. Alors sur iOS, on supporte pas tout à fait le manifeste. Par contre, on a des propriétés HTML qui sont pas standards, qui permettent fonctionnellement en tout cas de faire la même chose. Donc on s'en sort pas si mal. Et quand on sort du mobile, parce que les Progressive Web Apps c'est aussi du desktop, même si fondamentalement ça a commencé par le mobile. Aujourd'hui, que ce soit sur la dernière version, enfin sur les versions de Chrome, les dernières versions de Edge qui utilisent le même moteur que Chrome, ça fonctionne. Firefox est derrière un flag, mais ça fonctionne aussi. Finalement, on se retrouve pas si mal. Il y a que les vieilles versions d'IE et Safari qui ne supportent pas aujourd'hui les Progressive Web Apps sur desktop. Le troisième point important, comment on obtient un time to interactive de moins de 10 secondes sur une connexion de 3G, pardon. Il y a qu'une seule façon d'y arriver, c'est de se dire, faut aller le plus vite possible. Avant de se dire, ok, je vais aller optimiser mon application n'importe comment, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est avoir le plus d'informations possible sur des métriques. Et pour ça, on va vouloir auditer notre application. Il y a un outil qui fonctionne très très bien pour ça, qui a été intégré justement dans les developer tools de tous les browsers basés sur le moteur Chromium notamment. Donc ça se retrouvera dans Edge, dans Chrome ou d'autres, qui s'appelle Lighthouse. Cet outil-là, il va ressembler à ça. Vous allez pouvoir lancer un audit sur votre site internet. Et il va vous ressortir tout un tas de métriques. Alors en haut, on peut voir, alors là c'est un peu petit, mais dans les grands ronds ici, on a des scores pour ce qui est la performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques, la SEO. On voit qu'ici, c'est ce qui a été optimisé sur le site du Parisien au détriment de la performance. Et si ça respecte la checklist minimum pour être considéré comme une Progressive Web App ou pas.
Et derrière, on va avoir un détail en fait de plein de métriques, notamment vous allez retrouver le time to interactive là-dedans. Là, par exemple, sur ce site-là, on voit qu'il est quasiment à 30 secondes. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai commencé à charger mon site et le moment où je peux interagir avec, il faut que j'attende 30 secondes. Ce qui est, voilà, on voit quelles étaient les priorités au moment d'optimiser le site du Parisien, par exemple. Mais on voit pas mal de choses intéressantes, notamment on voit une timeline de comment le site s'affiche au cours du temps, et on va voir pas mal de conseils éventuellement s'il y a des choses assez évidentes, par exemple si la compression n'est pas activée sur le site web ou des choses comme ça, des petits remèdes qu'on peut faire pour regarder, pour essayer d'améliorer justement ces métriques-là. Il va pas seulement vous dire c'est pas bien, mais vous allez avoir un audit des actions que vous pouvez faire, en tout cas qui peuvent apporter un certain gain. Donc c'est assez intéressant. Encore plus intéressant, c'est que cet outil d'audit, il est aussi disponible en tant que paquet NPM, ça veut dire que vous pouvez le faire tourner sur votre intégration continue. Et c'est quelque chose de recommandé d'ailleurs. Vous pouvez définir votre propre seuil, dire par exemple ma cible c'est un time to interactive à 8 secondes et je veux pas passer en dessous. Et si jamais vous faites des modifications de votre application et vous cassez les métriques que vous êtes définies, eh ben ça va casser votre intégration continue. Donc c'est vraiment intéressant pour si vous mettez vraiment la performance au cœur de votre application, c'est vraiment intéressant pour être capable de mesurer ça. Après, en termes de design pattern, comment on peut creuser ça? Alors il y en a plusieurs. La première chose, surtout si on veut optimiser le premier démarrage, c'est d'essayer de charger le moins de choses possible et de faire du lazy loading pour essayer d'alléger un petit peu le chargement de notre application. Un autre principe qui revient de plus en plus ces derniers temps, c'est de faire du SSR, du server-side rendering. On a d'autres types de patterns, je vais les détailler un peu plus après. Le lazy loading, je ne vais pas forcément en parler, ça a été quand même assez couvert. On va commencer directement par le SSR. Donc, quand on parle de rendu côté serveur, la première fois que j'ai commencé à avoir ces principes-là, j'ai commencé à un peu froncer les sourcils, à me dire oui, d'accord, rendu SSR, c'est comme ce qu'on faisait quand on faisait du J2E il y a 10 ans, des grosses applis qui tournaient uniquement côté serveur et plus côté client, comme on a tendance à le faire aujourd'hui avec des SPA. Mais pourquoi? Alors, quand on parle de SSR aujourd'hui, au sens un peu plus moderne, en général, c'est couplé au concept de SPA. Et ça sous-entend le principe d'app universelle, c'est-à-dire une application qui va être capable à la fois d'effectuer un rendu côté client, donc dans le navigateur, tout comme côté serveur, notamment pour le premier rendu, pour essayer d'accélérer la vitesse du premier chargement. Donc le principe, ça va être quoi? Ça va être que le premier rendu, on va le faire côté serveur. C'est le serveur qui va calculer le HTML, qui va exécuter le JavaScript pour faire ce premier rendu-là, qui va envoyer ce HTML précalculé au client, en ayant inclus le CSS, les images, tout ce qu'il y avait besoin vraiment pour faire ce premier affichage le plus vite possible, sans avoir besoin d'attendre à récupérer du JavaScript et à l'interpréter, à l'exécuter, pour que le client, il y ait quelque chose qui s'affiche le plus rapidement possible côté utilisateur. Pendant qu'on a quelque chose qui a commencé à être chargé et affiché côté utilisateur, on va pouvoir charger, entre guillemets, la vraie application mobile, donc votre bundle SPA classique. Et quand on a fini de faire le vrai chargement, on va faire cette opération de réhydratation qu'on appelle, qui est finalement la synchronisation de l'application pour faire le swap. Que si l'utilisateur, par exemple, avait commencé à cliquer et à interagir, qu'on intercepte ces clics et qu'on les interprète dans la vraie application qu'on aura chargée et pas sur la page statique, pour pas qu'en fait finalement on ait juste un affichage qui serve à rien. Donc pour faire ça, on a pas mal de technos qu'ils utilisent. En général, que ce soit du Angular, du Vue, du React ou même d'autres frameworks, il y a des technos côté serveur qui supportent ça. La plupart sont basés sur Node.js. En tout cas, les plus populaires sont basés sur Node.js, ce qui est plus facile pour exécuter du JavaScript. Mais il y a des solutions qui existent, quel que soit votre techno côté serveur. J'en connais notamment côté .NET Core, côté Java. Enfin, en général, on trouve de quoi faire du SSR à peu près pour toutes les technos aujourd'hui. Un autre pattern qu'on peut utiliser pour essayer d'améliorer justement la vitesse de notre application, c'est le pattern PRPL qui a été poussé à une Google I.O. par l'équipe de Polymer chez Google qui s'occupe notamment de faire une librairie qui fait des web components. Alors PRPL, pourquoi? Pour d'abord push, ça veut dire on va pousser les ressources critiques pour le premier affichage, la première route de notre application au client, sans attendre qu'il récupère le HTML, il regarde, tiens, finalement, j'ai besoin aussi d'un JavaScript, d'un CSS, des images, et il va faire 50 requêtes derrière. Pour ça, on utilise HTTP2, pour que dès qu'on demande justement le fameux fichier index.html qui est le point d'entrée de notre site, on renvoie tout ce qui est besoin en une seule requête d'un seul coup. Donc ça, c'est rendu possible par HTTP2 si on prend la peine de l'implémenter.
Après, on fait un rendu de la route initiale. Donc, un rendu, ça peut être via du SSR, comme j'ai présenté juste avant, ou ça a un rendu aussi qui peut être fait de manière statique, par exemple précalculé au moment du build. Il y a des outils, notamment pour Angular, qui permettent de faire ça. Pour la première route, pour la calculer au moment du build et avoir un truc statique directement envoyé. Ensuite, on va vouloir essayer de mettre en cache les routes suivantes. Une fois qu'on a fait notre premier chargement d'écran, on va se dire quand même que la plupart du temps, l'utilisateur va peut-être pas forcément vouloir rester que sur la page d'accueil. Donc, on va essayer de mettre en une stratégie et mettre en cache peut-être les 2-3 prochaines routes sur lesquelles il va vouloir cliquer pour essayer d'anticiper justement son clic et être rapide pour la prochaine interaction. Et tout ce dont on n'a pas besoin finalement de suite ou des choses qui sont rarement utilisées, je sais pas, par exemple la page de settings, en général on y voit une fois, on n'y retourne pas, ça sert à rien de la mettre dans le bundle principal et de la charger tout le temps. Donc ça, on peut garder ça en lazy loading. Un autre pattern qui découle de ça, qui s'adapte parfaitement bien, souvent d'ailleurs aux applications mobiles, c'est pour ça quand on parle de PWA, on a tendance à creuser ça, c'est le principe d'application shell. L'idée c'est quoi? C'est que souvent dans les applications mobiles, et particulièrement sur smartphone, on a toute une partie qui est la coquille, qu'on appelle la coquille, qui est la partie de navigation finalement. Là, on retrouve le menu, ça peut être le menu, le header en haut, un side menu, enfin voilà, tout ce qui va permettre de naviguer dans les différents écrans de l'application, qui en général ne va pas bouger. Donc cette partie-là, on va essayer de la mettre en cache. On va en faire un bundle séparé qu'on va mettre en cache pour pas avoir à le recharger à chaque fois qu'on vient sur la page. Et à l'inverse du contenu qui lui souvent va être dynamique. Je sais pas si vous avez un site de news, ça va jamais être la même news qui va s'afficher. Donc éventuellement ça, on peut le mettre. Les autres pages de votre application, vous allez pouvoir les séparer de votre coquille. Donc comment ça s'implémente? Votre point d'entrée de l'application, la première chose qu'il va vouloir charger, ça va être votre shell. Ça va être un bundle avec son HTML, ses dépendances éventuellement et son JavaScript qui va être chargé le plus rapidement possible donc au début et mis en cache. Justement parce qu'on va partir du principe qu'il change pas très souvent. Et derrière, vous allez souvent, même principe que ce qui est dit par PRPL, vous allez vouloir précharger éventuellement les prochaines vues, voir les lazy loader pour celles qui sont pas forcément nécessaires tout de suite. Et l'idée, voilà, c'est qu'une fois qu'on a notre shell, on va progressivement aller chercher les bundles suivants qu'on a besoin. Donc ça, c'est ces différentes approches qui permettent d'améliorer souvent le premier chargement de l'application. Maintenant qu'on a implémenté ça, qu'est-ce qu'on fait? On a notre belle Progressive Web App, en tout cas qui coche une checklist technique. Qu'est-ce qu'on en fait à partir de là? On va vouloir la déployer. Alors, pour le coup, c'est facile, on est dans de la techno web. Si on veut la déployer, on la met sur un serveur, n'importe quel cloud, ou même si on a des serveurs chez soi à la maison, et on déploie ça et c'est accessible à tout le monde et on n'a plus qu'à donner un lien. Donc pour ce qui est déploiement, en tout cas, c'est assez rapide. Après, souvent, alors ça vient souvent de demandes d'ailleurs de clients ou de sociétés qui nous font implémenter ça. On est dans une application, dans un contexte mobile, il y a des utilisateurs qui sont plutôt habitués à passer par les stores, et souvent on a des demandes de clients qui sont ok, on a fait une belle Progressive Web App, elle a une super expérience utilisateur, par contre c'est dommage qu'on la retrouve pas dans les stores. Donc c'est aussi possible dans une certaine mesure d'aller la distribuer dans des stores. C'est notamment possible nativement sur Android et sur Windows. C'est prévu pour ça, donc faut repackager l'appli avec un outil qui est prévu dans le SDK pour ça. Sur Android, ça va s'appeler une Trusted Web App, une TWA. On donne l'URL, on donne quelques informations de sécurité, on va pouvoir publier l'application dans le store telle quelle. Pareil pour Windows. Pour iOS, ça va être possible en passant par un wrapper un wrapper natif qui va afficher une WebView dans lequel va tourner votre Progressive Web App avec quelques limitations. Je vais revenir dessus juste après. Si vous voulez vous simplifier la vie, si vous avez déjà justement une PWA et que vous voulez générer les bundles pour des applications, il y a un outil qui marche très bien pour ça, qui s'appelle PWA Builder. Vous pouvez aller dessus, vous lui donnez l'URL et il va vous générer justement les packages prêts à l'emploi pour publier sur les différents stores. Et même plus que les 3 que j'ai montré là, ça peut être aussi sur le Samsung Web Store et d'autres encore. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas forcément sous la main, notamment un Mac pour générer les packages iOS ou autres. Vous allez pouvoir utiliser PWA Builder pour récupérer tous les trucs prêts à l'emploi. Alors, je parlais un peu de la spécificité avec Apple. Apple et les PWA, ça a toujours été quelque chose d'un peu compliqué. Ils ont jamais vraiment, bien que pourtant, ce qui est dommage, c'est que c'était les premiers à pousser justement l'expérience mobile web sur le mobile. Ils sont un peu revenus en arrière à partir du moment où ils ont découvert que peut-être que le SDK ça pouvait faire de l'argent. Il y a pas mal de choses qui sont aujourd'hui pas implémentées ou
pas tout à fait implémenté sur lorsqu'on parle de PWA sur mobile, notamment si on publie en tant que repackagé sur l'App Store, on repackage ça dans une WebView. C'est le browser qu'on a dans la WebView est pas tout à fait le même que le Safari natif qu'on a accès sur iOS. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines limitations là-dessus où des fois on a besoin de réimplémenter certaines fonctionnalités différemment, juste pour iOS parce qu'Apple a pas voulu porter ou donner accès à l'API. Il y a pas mal de choses aussi qui sont encore un peu obscures parce qu'il manque pas mal de documentation, notamment sur tout ce qui est préservation de contexte et données qui sont mises en cache. Apple assez arbitrairement peut décider de supprimer toutes les données en cache et votre belle PWA qui était prévue pour fonctionner offline, et ben d'un coup pouf, il y a plus de données et on peut plus accéder, ce qui est quand même pas top côté expérience utilisateur. Il y a des histoires aussi de bugs assez vilains où même en ayant désinstallé l'application, il y a des données qui restent toujours stockées. Pour ce qui est cycle de vie, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Faut savoir que si vous voulez partir sur l'expérience PWA et que vous voulez pousser votre PWA dans le store Apple, faut être prêt à se dire qu'il va falloir faire pas mal de tests parce qu'il peut y avoir des régressions. Donc voilà, ça va pas être aussi immédiat qu'avec les autres plateformes. Alors pendant très longtemps, moi j'ai commencé, je me suis pas présenté d'ailleurs, j'ai oublié le premier slide, je sais pas pourquoi il avait sauté. Je travaille aujourd'hui chez Microsoft, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé ma carrière en tant que développeur mobile pour du natif. Un peu plus tard, j'ai bossé pour pas mal de clients dans du service où j'ai eu l'occasion de faire un paquet d'applications natives et puis de plus en plus hybride au fil du temps que les technos hybrides se développaient, pour passer aujourd'hui à ne faire quasiment plus que des PWA. Donc j'ai pas mal eu souvent ce discours à faire de finalement pourquoi faudrait partir sur du web, pourquoi faudrait faire une PWA plutôt qu'une appli native ou qu'une appli hybride. Et je m'en suis souvent retrouvé à maintenir cette espèce de tableau comparatif au fil du temps, qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même assez équitable partout. En tout cas, quand on commence à creuser du côté PWA ou hybride, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, ce qui n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, il faudrait peut-être que je rajoute une nouvelle ligne qui est à l'accès aux fonctionnalités natives pour éventuellement mettre un peu plus de démarcation. Mais grosso modo, plus on va du côté du web, moins ça va coûter cher en général à développer et derrière, par contre, moins on va avoir de performance, même si le web mobile aujourd'hui, on a de quoi faire des applications vraiment très très performantes. Plus on va aller vers du natif, forcément, si on implémente vraiment du code spécifique à chaque plateforme, on va pas être cross-plateforme, il va falloir redévelopper nos applications et les interfaces pour chaque plateforme. On aura plus de moyens aussi si on a besoin de faire de la performance, des choses vraiment beaucoup plus proches. Et au milieu, on a toutes ces approches hybrides. Alors des approches hybrides plus côté du natif, par exemple avec Flutter ou avec Xamarin, ou des approches hybrides plus tournées vers le web. Alors Cordova, c'est un peu oublié aujourd'hui, mais on a Capacitor notamment, on a React Native. Voilà, on a pour aller jusqu'au PWA. Moi, en général, quand on me pose la question de est-ce qu'on faut faire une PWA ou une application hybride, la question c'est déjà de se poser quelle fonctionnalité hybride, quelle fonctionnalité native on pourrait avoir besoin dont on n'a pas accès aujourd'hui sur le web, qui pourrait être justement un point bloquant. Est-ce qu'on a des besoins de performance particuliers qui feraient qu'on pourrait pas se contenter d'une application web? Je sais pas si on doit faire du machine learning, des gros trucs, je sais pas, du traitement audio assez lourd ou vidéo assez lourd, forcément avec du web on risque d'être un peu plus limité. Enfin voilà, quels pourraient être les points bloquants pour ne pas faire finalement du web, et dire plutôt par défaut, si on n'a pas de points bloquants, il vaut mieux essayer de se dire qu'on va faire une PWA, on va quand même beaucoup moins s'embêter, et ça va coûter moins cher à la sortie. Pour éventuellement, s'il y a besoin plus tard de rajouter des fonctions natives, on va pouvoir toujours se tourner et éventuellement adapter l'application pour aller vers de l'hybride, si jamais il y a le besoin qui s'en fait ressentir. Derrière, pour ce qui est, on va dire, des contre-exemples, moi j'aime beaucoup ce compte Twitter, si vous le connaissez pas, qui s'appelle ShouldBePWA. Tout simplement, ça remonte des applications qui ont été développées directement en natif, sans se poser de questions. Et je connais, ayant été développeur en natif moi-même, je sais que j'ai eu ce réflexe-là pendant trop nombreuses années, et j'ai encore beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont pas forcément convaincus par l'aspect des PWA et qui partent direct nez dans le guidon sur du natif sans se poser de questions. Et là, à l'inverse, c'est de se dire, finalement, il y a beaucoup d'applications qui sont publiées en natif,
et qui ont un rendu, une expérience utilisateur qui est beaucoup moindre que ce que ça aurait pu être finalement si ça avait été une PWA. Alors je vais pas prendre d'exemple particulier, mais ça peut être des fois pour un événement qui dure un jour ou pour une conférence où on a une application qui fait 300 mégas, alors qu'en PWA, ça aurait pu être 1 méga, on aurait pu avoir beaucoup plus d'interactivité, qui demande plein d'autorisations pour accéder au micro, au GPS ou on ne sait quoi, alors que finalement sur du web, on peut bloquer ça beaucoup plus facilement. Enfin, beaucoup d'exemples comme ça qui sont plutôt bien pertinents à de se dire que souvent, des fois, plutôt de se dire le natif c'est la voie royale, peut-être des fois retourner le concept et se dire pour quelle bonne raison j'aurais finalement de pas faire une PWA. Surtout, le penser en tant qu'expérience utilisateur, qui va devoir aller télécharger l'application, l'installer, avoir les accès réseau qui vont avec, etc. Se dire que si on veut une application qui soit vraiment utilisable pour tout le monde, la PWA, c'est quand même toujours un bon choix. Je vais conclure sur cette fin-là pour se dire que moi je suis tombé dans le web alors pourtant je suis parti un peu à l'opposé. J'ai commencé ma carrière vraiment au plus bas niveau dans du natif, à faire de l'assembleur, du C, du C++, pour aller faire du mobile derrière, pour finalement tomber dans du web et ne plus vouloir en sortir, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la plateforme la plus libre qu'on a et la plus ouverte qu'on a. Si on veut faire tourner du code dans le plus d'endroits possible, c'est le web qui nous permet de faire ça. Aujourd'hui, souvent, c'est souvent une arrière-pensée ou quelque chose qu'on a en tête, mais dont on ne donne pas, dont on met pas forcément assez les moyens pour ce qu'on conçoit nos applications. C'est la vitesse de nos applications. C'est pas forcément juste des fois du luxe. C'est pas forcément juste des fois de se dire que en tant que développeur on aime bien faire de la tech pour faire de la tech et donc c'est pour ça qu'on veut que l'application soit plus vite. Non, c'est aussi que c'est une forme d'accessibilité pour les utilisateurs, que ce soit en termes de poids d'application pour que ce soit moins lourd à télécharger sur du réseau, que ce soit en termes de penser à nos utilisateurs qui n'ont pas forcément des devices avec 256 Go de stockage derrière. Je pense par exemple à mon père qui avait jusqu'à encore pas si longtemps un téléphone qui avait 8 Go de stockage, et laissez-moi vous dire qu'on n'installe pas beaucoup d'applications natives aujourd'hui sur 8 Go de stockage. Ça peut être aussi sur la vitesse des téléphones. Aujourd'hui, on pense aux super performances d'Apple sur les derniers iPhones avec leurs derniers processeurs et aux derniers Samsung Galaxy S bidule qui sont super rapides, mais les utilisateurs moyens finalement ont des devices qui sont beaucoup moins performants que ça. Et si on regarde ne serait-ce que les devices qui sortent en 2020 entre les hauts de gamme qu'on peut avoir sur Android et iOS et les entrées de gamme, on tombe dans un gap qui peut aller des fois jusqu'à 5 ou 6 ans en arrière en termes de performance. Donc, il faut vraiment penser à ça et de se dire que finalement, si vous voulez que tout le monde puisse utiliser votre application, c'est pas juste du luxe de se dire qu'on va optimiser l'application, c'est vraiment une forme d'accessibilité. Et j'ai souvent eu des clients qui ont eu le travers de se dire moi je regarde les stats analytics finalement, moi je vois que des utilisateurs qui utilisent les derniers iPhones, les derniers Android, pourquoi je m'embêterais à les utiliser? Tout simplement parce que pourquoi on aurait des utilisateurs qui ont des devices plus vieux? Parce que si on essaye notre application sur ces devices-là, de toute façon, elle tourne pas. Donc forcément, on risque pas d'avoir des stats dans nos analytics de ces utilisateurs-là, vu qu'ils peuvent pas utiliser notre application. Donc, faut bien penser toujours à cet aspect-là, les gens qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, parce que de toute façon, en fait, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas profiter de votre application, de l'expérience que vous voulez leur donner. Et derrière, de se dire PWA, donc c'est un beau bagage technique qu'il y a derrière à travers l'utilisation de certaines API, mais ça veut pas dire que parce qu'on a implémenté un service worker et qu'on a implémenté un web manifest et qu'on coche les bonnes cases sur les outils d'audit que notre application elle est géniale et que tous les utilisateurs vont vouloir l'utiliser. Ça reste le premier de votre première chose sur laquelle vous devriez vous focuser, c'est vraiment l'expérience utilisateur, parce que c'est ça qui va faire que vos utilisateurs vont avoir envie d'utiliser votre appli, et c'est ce qui va vous amener à avoir une appli qui est finalement appréciée de tous. Donc voilà pour mon talk. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il y a le lien pour les slides si vous voulez, je l'ai mis aussi je crois dans la description sur l'outil de la conf. Il y a un lien aussi si jamais vous voulez démarrer, creuser un petit peu sur comment on convertit un site web progressivement en progressive web app, et je vais regarder un petit peu les questions du chat aussi. Alors pour reprendre un peu l'ordre, oui, il y a des avantages effectivement de toute façon d'avoir une application web et donc une progressive web app, c'est que on peut trouver aussi l'application facilement via des moteurs de recherche pour peu qu'on soit indexé sur les bonnes choses, alors que
pour trouver quelque chose dans l'App Store, des fois c'est un peu fouillis, surtout que maintenant il y a beaucoup de gens qui jouent un peu des mots-clés, donc même avec les bons mots-clés, ça devient vite n'importe quoi. Pour ce qui est du stockage sur iOS, oui, même si on stocke avec un IndexedDB, on peut avoir des soucis. J'avais eu le cas notamment sur une application, on a dû passer côté hybride juste pour pouvoir avoir du stockage permanent qui se fait pas effacer aléatoirement par Apple. Donc, sachant que IndexedDB, en plus, il a des limitations quand on est dans la WebView, si on veut publier sur le store, versus la version qu'on peut avoir accès dans Safari. Pour ce qui est des fonctionnalités, oui, les possibilités fonctionnelles, aujourd'hui, on voit une divergence, et notamment, je vois des gens qui parlent d'Instant Apps sur Android. C'est effectivement essayer de prendre ce qui est bien côté Progressive Web App et justement d'amener un peu cette expérience-là aussi côté natif, notamment le côté instantané. Mais alors, pour être utilisateur Android depuis quasiment le début, j'en entends beaucoup parler, mais je le vois pas beaucoup. En tout cas, j'ai pas eu autant l'impression que ça ait pris comparé à d'autres technos, et notamment, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se compliquer la vie à aller implémenter une instant app versus finalement le bénéfice qu'on pourrait avoir en passant complètement en mode full web. Est-ce qu'on peut appeler des web workers dans les service workers ? C'est une bonne question, mais pour moi, il me semble que les web workers, alors je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, à chaque fois que je les ai vus fonctionner, les web workers étaient accessibles que dans le contexte principal. Les web workers c'est pareil, c'est un contexte qui permet de faire du calcul, de distribuer un peu du calcul dans des threads séparés que celui qui fait tourner l'UI, votre web app directement. Il me semble pas. Alors, s'il y a des gens qui ont déjà testé ça, mais de mémoire, il me semble pas qu'on y ait accès depuis le service worker. Les service workers, on a accès à des sous-API du web, notamment, il y a des choses qu'on peut pas faire. Il me semble pas que ça en fasse partie, mais peut-être que c'est quelque chose qui est en cours ou qui peut changer. Avec le cache, est-ce qu'il n'y aurait pas de problème de droit pour les PWA ? Comment faire du offline ? Alors ça, pour le coup, je vois pas pourquoi on aurait plus de problèmes, en tout cas pour ce qui est droit, versus ce qu'on pourrait mettre en cache dans une application native à partir du moment où on a besoin de stocker des données, que ce soit une PWA d'ailleurs ou une application native. Souvent, on a quand même une charte de traitement des données à faire, et on se doit de toute façon de respecter RGPD et tout ce qui est associé. Donc j'ai pas très bien compris la question, en tout cas le point qui aurait lié par rapport à ça versus une PWA ou du natif. Par rapport juste à un site web, les PWA, c'était sur la question sur le stockage ou la question sur les PWA de manière générale? Je vois la question de Paul ici. Parce que si c'est pour la question du cache, une PWA c'est un site web, donc finalement il n'y a aucune différence de ce point de vue-là, en tout cas du point de vue légal. Il n'y aura pas plus de problème avec une PWA que si vous avez déjà protégé sur un site web normal. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis désolé aussi de ne pas avoir pu mettre la caméra. Je sais que des fois ça aide pour suivre les speakers, mais ça n'a pas marché tout à l'heure quand j'essayais. Ok, le cache avec le offline, oui. Alors, y a pas de différence finalement, parce que ce qu'on implémente pour taguer une web app PWA, si on va pas jusqu'au bout, si on s'intéresse juste à la partie cache, on peut faire la même chose dans une web app ou une PWA. C'est le même techno derrière, c'est le même principe. Donc, s'il y a déjà un système de cache, s'il y a déjà un système de traitement de données dans votre web app, il y a aucune raison de le changer. Et le fait de faire du cache offline, que ce soit par le service worker ou par utiliser justement IndexedDB ou d'autres technos de stockage local côté client, il y a aucun problème. En tout cas, ça va pas changer la problématique de ce côté-là. Donc n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions. Merci en tout cas de votre attention. C'était cool aussi d'avoir des questions. Je vous suivais en même temps, même si je parlais, je voyais les messages. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez récupérer les slides. J'ai fait ce talk un peu de manière anonyme, vu que je sais pas pourquoi le slide où je me présente, il a été zappé, mais voilà. Comme ça, vous avez l'essentiel, le contenu, sans voir ma tête. Alors le lien pour aller d'une Progressive Web App vers une SPA, c'est celui qui est affiché, c'est celui que j'ai mis ici
aka.ms/go-pwa. Donc c'est une première doc, c'est une première approche qui permet de se dire on a un site web, comment on le transforme progressivement en progressive web app, en implémentant un service worker, en rajoutant un manifeste, avant d'aller peut-être pousser la réflexion un peu plus loin, comme le disait Simon tout à l'heure dans son talk aussi, qui était très bien fait sur les PWA, de se dire si on veut vraiment procurer aux utilisateurs une expérience native, il faut peut-être aussi penser en termes de fonctionnalité, comment ça se traduit, et pas juste d'avoir du cache quand on est offline, mais se dire quel type d'interaction l'utilisateur peut avoir avec l'application. Et par exemple, s'il y a besoin, je sais pas, de pouvoir faire des modifications, de les rejouer derrière, d'avoir un mécanisme de synchronisation derrière, ou voilà, d'aller peut-être un peu plus loin dans la réflexion de que ça va être quoi le parcours utilisateur finalement quand on n'a pas de réseau ou quand on est complètement hors ligne. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à me piguer si jamais il y a besoin sur Twitter. Alors il y a des gens. Alors AMP c'est encore autre chose. AMP c'est. Alors je suis pas forcément très familier avec ça. AMP c'est plus comment ça s'appelle, un standard de chez Google pour ce qui est de l'indexation des news et de se dire en gros on met certaines règles pour les sites web qui veulent être indexés sur sur l'index de Google News. C'est-à-dire que faut pas qu'il y ait trop de pubs ou de trucs comme ça qui s'affichent pour que l'expérience en gros utilisateur reste bonne et que surtout Google puisse indexer le contenu correctement. Donc c'est quand même, ça a rien à voir avec les progressive web apps. C'est plus un truc qui est unilatéral, qui est un standard fourni par Google, je crois, pour justement l'affichage des news, notamment sur mobile. Eh ben merci en tout cas, je vais arrêter là le recording et puis n'hésitez pas s'il y a besoin à me pinguer un peu plus tard sur Twitter ou à continuer dans le chat, je reste là. Merci.